Si quelqu'un m'avait dit que cette partie de poker dans ce vieux bistrot allait m'arracher à ma vie et me jeter dans un destin impensable, j'aurais ri au nez de cette personne. Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. Avant de poursuivre, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Amélie, mais tout le monde m'appelle Mel. J'ai 24 ans et je porte sur mes épaules une existence qui ne m'a jamais vraiment appartenu. Je suis née à Avignon, cette ville du sud de la France, où le Mistral souffle entre les remparts et où la pauvreté s'accroche aux ruelles comme le lierre aux vieilles pierres. Un endroit où le temps semble suspendu entre le passé glorieux du palais des papes et la réalité brutale des quartiers oubliés. Ma mère, Céline, est morte quand j'avais 15 ans. Depuis, je suis restée sous la tutelle de mon père, Marcel, un homme qui fut autrefois mécanicien respecté, mais qui s'est noyé dans le pastis comme on se noie dans la Méditerranée un jour de tempête. J'ai grandi entre ces crises d'alcool, les bouteilles vides qui s'entassaient près de l'évier, et ce silence lourd que seuls ceux qui ont vécu avec un ivrogne connaissent vraiment. Pourtant, c'était mon père. Malgré tout ce que je me répétais pour me convaincre que je m'en fichais, il y avait des nuits où je restais debout dans l'encadrement de la porte, observant ce corps affalé sur le canapé élimé, essayant de retrouver dans ma mémoire l'époque où il me portait sur ses épaules pour voir le feu d'artifice du 14 juillet. L'odeur de la poudre mélangée au parfum des crêpes, les lumières qui explosaient au-dessus du pont d'Avignon. Ces souvenirs se sont raréfiés, dévorés par le poison de l'alcool qui gouvernait notre appartement. Je faisais tout pour maintenir un semblant de dignité. Je me levais avant l'aube, travaillais comme serveuse dans un café près de la place de l'Horloge, enchaînée avec des heures de ménage chez les bourgeois du centre-ville. N'importe quel boulot était bon, tant qu'il rapportait quelques euros pour nous maintenir à flot jusqu'à la fin du mois. Mais Marcel trouvait toujours le moyen de dépenser plus que ce que nous avions. Quand je rentrais épuisée, les pieds gonflés et les mains rougies par les produits d'entretien, il était déjà au bar des Tilleuls, le même depuis des années, fixant ses cartes comme si elles contenaient la solution à tous nos problèmes. Les cartes étaient son deuxième poison, juste après le pastis. Je reconnaissais cette lueur dans ses yeux, l'illusion que la prochaine main changerait tout. Elle ne changeait jamais rien. Ce qui changeait, c'était la profondeur de nos dettes qui s'accumulaient, comme les feuilles mortes en automne. Aujourd'hui, je vais tout arranger, ma fille. Il me dit un après-midi de septembre, lissant ses cheveux gras d'une main tremblante. J'ai attrapé son bras. Papa, non, reste à la maison avec moi aujourd'hui. Il a ri, ce rire amer qui me blessait plus que n'importe quelle insulte. Un homme doit avoir du cran, Mel. Tu comprends ça? J'ai pensé répliquer que le cran, ce n'était pas de fixer des cartes et de vider des verres, mais j'ai ravalé mes mots. Une fille qui a grandi sous les coups verbaux apprend vite à mâcher ce qu'elle ressent. Quand le soir est tombé, je reprisais une vieille chemise assise près de la fenêtre. L'appartement sentait la lavande séchée et le tabac froid. Le chant des cigales montait de la cour, mêlé aux voix des voisins. La lune s'est levée derrière les toits en tuiles ocre et a baigné les murs de notre petit logement d'une lumière laiteuse. C'est alors que les voix ont commencé à s'élever depuis le bar en bas de la rue. Ce n'était pas le brouhaha habituel, mais un murmure grave, tendu. J'ai reconnu le rire gras de M. Bertrand, le patron du bar, et une autre voix, inconnue, posée, comme quelqu'un qui parle, et n'a pas besoin de crier pour commander. Mon cœur s'est serré. Je suis sortie dans la rue, mes sandales claquant contre les pavés. À chaque pas, je distinguais mieux des bribes de conversation qui me transperçaient. Tupais d'une façon ou d'une autre, parole donnée. Pas de retour en arrière possible. Je me suis cachée derrière un platane. Je me suis surprise à réciter une prière que je ne me souvenais même plus savoir. La discussion s'est tue soudainement, comme lorsqu'une lame de couteau heurte l'os et se bloque. Quelqu'un a dit avec un calme qui a glacé mon sang « Alors c'est d'accord. La fille de Marcel travaillera au domaine pour rembourser la dette. » Puis un bruit de cartes qu'on ramasse, une chaise qui racle le sol, le grésillement d'une ampoule électrique défaillante. « Papa !» J'ai murmuré sans voix. Le mot est mort dans ma gorge. Cette phrase a traversé ma poitrine comme du fer chauffé à blanc. J'ai mis du temps à comprendre qu'il parlait de moi. Des pas ont commencé à résonner dans la rue. Ce n'étaient pas les pas d'un homme ivre qui rentre. C'étaient des pas fermes, lourds, de quelqu'un qui sait exactement où il va. Je suis restée là, paralysée entre l'appartement et le bar, sans savoir où fuir.
C'est dans cette confusion que j'ai compris, sans vraiment comprendre, que ma vie venait de prendre un tournant qui ne m'appartenait plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée la bouche sèche et l'esprit lourd. Avant même que je puisse trouver le courage d'aller au bar, c'est mon père qui est rentré, les yeux rouges, la chemise froissée et une odeur de défaite collée à la peau. Quand il a essayé de me regarder, j'ai su que quelque chose de bien pire qu'une simple dette s'était produit. « Mel, je n'avais pas le choix, » il a dit, la voix brisée. Avant que je puisse demander « pas le choix de quoi ?» j'ai entendu le ronronnement d'un moteur et le crissement de pneus sur le gravier de la cour. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une Range Rover noire s'arrêter devant notre immeuble. C'est à ce moment que j'ai vu la femme qui allait transformer ma vie à jamais. La régisseuse du domaine. Grande, la trentaine avancée, cheveux noirs attachés en queue de cheval stricte, chemise blanche impeccable et un regard d'acier derrière des lunettes de soleil. Même de loin, je sentais son autorité. Je t'ai parié, ma fille. Mon père a balbutié. C'était au poker hier soir. Ces mots ont tranché ma poitrine comme une lame émoussée. Comment un père pouvait-il parier sa propre fille comme si elle était une vulgaire mise? Mais la main de la régisseuse était déjà en train de frapper à notre porte. Et quand elle est entrée, elle m'a saisi par le bras sans violence, mais avec une fermeté qui ne laissait aucune place au refus. « Ramasse tes affaires. On part maintenant. » Quand je suis montée dans la voiture de force, j'ai jeté un dernier regard en arrière. J'ai vu mon père debout sur le trottoir, petit, perdu, les doigts tremblants comme s'il voulait faire un signe et n'en avait pas la force. À cet instant, j'ai réalisé que ma vie venait d'être négociée pour une poignée de cartes et quelques verres de pastis. Et que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Le trajet jusqu'au domaine m'a semblé interminable. Chaque virage de la route départementale me secouait contre la portière de la voiture, me rappelant à chaque chaos que je n'avais plus aucun contrôle sur ma vie. La route serpentait entre les vignes et les champs de lavande qui s'étendaient sous le soleil de septembre. Avec le temps, un tourbillon de rage et de terreur grandissait en moi, accompagné de l'envie de hurler et de disparaître. Une question martelait dans ma tête. Qui était la femme capable d'accepter un autre être humain comme mise dans une partie de poker? Qui était cette Élise dont tout le monde semblait avoir peur et respect en même temps? La régisseuse, silencieuse et rigide à mes côtés, ne faisait que renforcer le mystère. Son mutisme était plus effrayant que n'importe quelle menace. Plus le silence se prolongeait, plus la figure de la propriétaire grandissait dans mon imagination. Une femme brutale, peut-être âgée et riche à millions, qui me traiterait comme une bête de somme. Quand le portail en fer forgé du domaine s'est ouvert devant nous, mon cœur a manqué un battement face à ce que j'ai découvert. La demeure principale se dressait avec une élégance discrète. Des murs en pierre de taille couleur miel reflétant la lumière, des volets bleu lavande et une terrasse spacieuse ombragée par une glycine centenaire. Debout là, les bras croisés, se tenait la femme qui allait tout changer, Élise. Elle était différente de tout ce que j'avais imaginé. Pas vieille, ni frêle, mais une femme dans la force de l'âge, la quarantaine peut-être. Des épaules carrées qui remplissaient le chemisier blanc en lin ouvert sur les 2 premiers boutons. Sa peau hâlée du sud portait les marques du travail en extérieur. Ses yeux verts noisettes portaient un mélange d'autorité et quelque chose que je n'arrivais pas à nommer, quelque chose qui m'a fait détourner le regard immédiatement. Elle a souri, un sourire lent, presque ironique, qui m'a fait me sentir encore plus petite. « Alors c'est toi, la fille de Marcel. » Elle a dit, la voix rauque et veloutée en même temps, comme un ordre qui sonnait trop doux pour être ignoré. Mon estomac s'est retourné, un mélange de répulsion et quelque chose que je ne voulais pas nommer. Malgré toute la haine que je voulais ressentir, il y avait chez Élise une présence qui occupait tout l'espace. La façon dont elle s'appuyait contre le chambranle de la porte, le regard qui parcourait chaque détail de moi, pas comme quelqu'un qui évalue une marchandise, mais comme quelqu'un qui reconnaît quelque chose qui lui appartient déjà. Cela m'a fait frissonner. J'ai essayé de soutenir son regard, mais la chaleur est montée à mes joues. Pour masquer, j'ai serré les poings, alimentant la colère pour ne pas céder au magnétisme de cette femme. La régisseuse m'a poussé légèrement en avant. J'ai fait quelques pas jusqu'à la terrasse, sentant mon cœur battre dans ma gorge. Quand je me suis retrouvée devant elle, Élise a incliné la tête.
Ses lèvres ont dessiné un sourire qui n'avait pas besoin d'explication. « Bienvenue dans ta nouvelle maison », elle a murmuré. À cet instant, entre la révolte qui brûlait en moi et le frisson qui a parcouru ma peau, j'ai perçu une vérité effrayante. L'enfer qui m'attendait avait peut-être l'odeur du cuir et le goût amer d'un désir que je ne comprenais pas encore. « Comment tu t'appelles déjà ?» elle a demandé, descendant les marches lentement. « Amélie ? Mais on m'appelle Mel. »« Mel ?» Elle a répété mon nom comme si elle en testait le goût. Joli prénom. Simple, direct. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. La façon dont elle parlait, comme si elle me connaissait depuis des années, me mettait mal à l'aise. « Tu dois être fatiguée du voyage. » Elle a continué, s'arrêtant tout près de moi. « Margot va te montrer où tu vas loger. » La régisseuse a fait signe, mais avant que je puisse bouger, Élise a saisi mon bras, pas avec force, mais avec une fermeté qui m'a fait m'arrêter net. « Mel, » elle a dit doucement. « Ici, les choses fonctionnent différemment. Tu vas apprendre. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était ni menace ni promesse. C'était entre les deux. Et c'est à ce moment, en regardant dans ses yeux de près, que j'ai compris que ma vie avait changé, d'une façon que je ne parvenais pas encore à comprendre. Margot m'a conduite par un long couloir jusqu'à une chambre petite à l'arrière de la maison. Mur enduit de chaux, un lit simple avec des draps blancs et une fenêtre qui donnait sur un jardin potager. Simple, mais propre, très différent de ce que j'imaginais. « La patronne a dit que tu te reposes aujourd'hui. » Margot a dit, posant une carafe d'eau fraîche sur la commode. « Demain, le travail commence. » Quand elle est sortie, je me suis jetée sur le lit et j'ai fermé les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Ma tête bouillonnait avec tout ce qui s'était passé. Les choses fonctionnent différemment. Qu'est-ce qu'Élise voulait dire par là? Et pourquoi, malgré toute la rage que je ressentais, il y avait quelque chose en elle qui me rendait curieuse. J'ai secoué la tête, essayant de chasser ses pensées. C'était juste de la fatigue, de la confusion, rien de plus. Le bruit de voix dans le jardin m'a fait me lever et jeter un œil par la fenêtre. Élise parlait avec 2 ouvriers viticoles près de la cave. Même de loin, on voyait comment ils la respectaient. Ils ne baissaient pas la tête par peur, mais par admiration genuine. Elle gesticulait en parlant, expliquant quelque chose sur la vendange. Ses cheveux châtains brillaient au soleil de l'après-midi, et quand elle a ri d'une plaisanterie de l'un des hommes, ma poitrine a fait un bond étrange. « Qu'est-ce qui te prend, Mel ?» J'ai murmuré pour moi-même. « Cette femme t'a acheté comme un sac de farine. » Mais c'était inutile. Plus j'essayais de nourrir la colère, plus mes yeux cherchèrent les détails. La façon dont elle posait la main sur sa hanche, comment elle mordait sa lèvre quand elle réfléchissait, comment elle souriait de côté quand elle était satisfaite. À l'heure du dîner, Margot m'a appelée pour manger à la cuisine avec les autres employés. La conversation était animée jusqu'à mon apparition. Le silence est tombé comme une pierre dans l'eau. « Alors tu es la fille du poker », a dit Monsieur Claude, un viticulteur plus âgé, sans méchanceté. Marcel a vraiment parié gros, hein? Monsieur Claude, l'a réprimandé Madame Thérèse, la cuisinière. Quoi? Tout le monde le sait déjà. J'ai mordu dans mon pain avec force, essayant d'avaler la honte en même temps. C'était donc ça que je serais pour toujours? La fille du poker? La patronne est bonne, a dit Madame Thérèse, remplissant mon assiette de nouveau. Elle travaille aussi dur que n'importe lequel d'entre nous. Ce n'est pas le genre à donner juste des ordres. C'est vrai, a confirmé Margot. Elle met elle-même la main à la pâte quand il le faut. Monsieur Claude a ri doucement. Et elle ne s'est jamais mariée. On raconte qu'elle est trop exigeante. Ou qu'elle a d'autres goûts. Toute la table est devenue tendue. Margot lui a donné un coup de coude. Ragot de gens désœuvrés, mais j'ai remarqué les regards rapides qu'ils ont échangés. Il y avait quelque chose là que personne ne voulait dire ouvertement. Après le dîner, je suis sortie prendre l'air dans le jardin. La nuit était claire, pleine d'étoiles, et l'odeur de romarin montait du parterre près de la cuisine. « Tu n'arrives pas à dormir ?» La voix d'Élise m'a fait sursauter. Elle se tenait dans l'ombre de la terrasse, un verre à la main. « Pas encore », j'ai répondu, essayant de paraître naturelle. Elle a descendu les marches lentement et est venue vers moi. Le premier jour est toujours difficile.
J'imagine que vous savez bien ce que c'est d'être arraché de chez soi contre sa volonté. » Elle a ri, mais il n'y avait pas de joie dans ce son. « Tu as la langue bien pendue. J'aime ça. Ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit. Encore mieux. » Elle s'est arrêtée à côté de moi, regardant le ciel étoilé. « Tu sais, Mel, je ne suis pas ce que tu penses. Et qu'est-ce que je pense? Que je suis une femme riche et cruelle qui collectionne les gens. L'odeur de sa peau est arrivée jusqu'à moi. Savon de lavande mélangé au soleil et au travail. C'était troublant comme cela m'affectait. Ce ne sont pas des gens? » J'ai demandé, la défiant du regard. Elle a tourné son visage vers moi, et nos yeux se sont rencontrés. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose de vulnérable là, quelque chose qu'elle ne montrait pas d'habitude. Parfois on accepte ce que la vie offre pour ne pas rester seule. Elle a dit doucement. Avant que je puisse répondre, elle a vidé son verre d'un trait. « Demain tu commences à travailler au jardin potager avec Madame Thérèse. Tu vas aimer. » Elle remontait déjà les marches quand je me suis retournée. Élise. Elle s'est arrêtée sans se retourner. Merci pour la chambre, pour le repas. De ne pas me traiter comme une chose. Elle est restée immobile pendant de longues secondes. Quand elle a finalement regardé en arrière, il y avait quelque chose de différent sur son visage. Quelque chose qui m'a fait comprendre que peut-être je n'étais pas la seule à essayer de comprendre ce qui se passait. Les premiers jours au potager sont passés comme un brouillard de terre et de sueur. Madame Thérèse m'a appris à soigner les tomates, à arroser sans noyer, à arracher les mauvaises herbes sans abîmer les racines. Le travail était exigeant, mais honnête, différent de ce que j'imaginais quand je pensais être la propriété de quelqu'un. Élise apparaissait de temps en temps, toujours avec une excuse, qu'elle venait chercher du thym, qu'elle voulait voir comment allaient les courgettes. Mais je sentais ses yeux sur moi pendant que je travaillais. Ce n'était pas le regard d'une patronne évaluant une employée, c'était quelque chose de plus intense. « Tu as la main verte », elle a dit un après-midi, s'accroupissant à côté de moi pour examiner un plant de basilic. J'ai appris par nécessité, la meilleure professeure qui existe. Nos épaules se sont touchées pendant une seconde quand elle s'est levée, et j'ai fait semblant de ne pas sentir ma peau frissonner. C'est un jeudi que tout a basculé. Je finissais d'arroser le potager quand j'ai entendu des cris venant de la cour. J'ai lâché l'arrosoir et couru pour voir ce qui se passait. Un des jeunes ouvriers, Thomas, était au sol, gémissant et tenant sa jambe. Un tracteur avait basculé et l'avait coincé. « Appelez la patronne !» a crié Margot. Mais Élise était déjà là, sautant par-dessus le muret comme une fille. Elle s'est agenouillée à côté du garçon, palpant sa jambe avec précaution. « Elle est cassée !» Elle a dit, sérieuse. « Margot, prépare la voiture. On doit l'emmener à l'hôpital d'Avignon. » C'est alors que le tracteur, encore instable, a commencé à glisser dans leur direction. Sans réfléchir, j'ai attrapé une barre de fer qui traînait et j'ai crié, frappant contre le mur métallique pour attirer l'attention. « Par ici, attention. » Le engin a dévié légèrement, mais cela a suffi pour qu'Élise puisse sortir Thomas de la zone dangereuse. Sauf que maintenant, c'était moi qui étais du mauvais côté, et le tracteur glissait vers moi. J'ai couru. J'ai entendu Élise crier mon nom, mais je ne pensais qu'à atteindre la porte. Le bruit de métal contre pierre devenait plus fort, plus proche. Quand j'ai finalement réussi à m'échapper, mes jambes ont lâché et je me suis effondrée au sol, tremblante. « Mel !» Élise est arrivée en courant et s'est agenouillée à mes côtés. « Tu vas bien? Tu t'es blessée ?» Ses mains parcouraient mon corps, cherchant des blessures, et partout où elle touchait, ma peau s'enflammait. « Tout va bien », j'ai dit, mais ma voix est sortie rauque. Quelle folie c'était! Tu aurais pu mourir. Vous aussi. Elle a arrêté de m'examiner et m'a regardé dans les yeux. Elle était si proche que je pouvais compter les petits points dorés dans son iris vert noisette. « Tu as fait ça pour moi ?» Avant que je puisse répondre, elle m'a tiré dans une étreinte serrée. J'ai senti le parfum de sa peau, la chaleur de son corps collé au mien, la respiration accélérée dans mon oreille. « Merci. » Elle a chuchoté. Quand elle s'est écartée, ses mains étaient toujours sur mes épaules. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose qui me faisait oublier pourquoi je devais la détester. « Patronne !» Margot a crié de loin. « La voiture est prête !» Élise a cligné des yeux comme si elle se réveillait d'une transe, s'est levée rapidement et m'a tendu la main pour m'aider.
Je viens avec vous, j'ai dit. Ce n'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire. C'est à cause de moi qu'il s'est blessé. Si je ne vous avais pas distrait, ce n'est pas ta faute, Mel. Mais elle n'a pas discuté quand je suis montée dans la voiture. À la ville, pendant que nous attendions dans la salle d'attente de l'hôpital, nous sommes restées assises côte à côte. Le silence était lourd, plein de choses non dites. « Pourquoi tu ne t'es jamais mariée ?» j'ai demandé soudainement. Elle a ri, mais c'était un rire sans grâce. Question directe. « Pardon, ça ne me regardait pas. » « Ce n'est pas grave. » Elle est restée silencieuse un moment. « Il y a eu quelqu'un, il y a longtemps. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mon père l'a découvert. Sa voix est devenue amère. Il a chassé cette personne, a menacé de mort si elle réapparaissait dans la région. Mon cœur a fait une embardée. Cette personne... Élise m'a regardée, et dans ce regard j'ai vu de la peur, de la vulnérabilité, et quelque chose qui ressemblait à des excuses. C'était une femme, Mel. La personne que j'ai aimée était une femme. Le monde a semblé s'arrêter. Tout a pris sens soudain. Les regards, les silences, la façon dont elle me traitait. Et le plus effrayant, la façon dont je me sentais près d'elle. Et maintenant ? J'ai demandé, la voix presque inaudible. Elle a pris ma main, entrelaçant nos doigts. Maintenant, j'ai découvert que peut-être ce n'est pas trop tard pour essayer encore. Nous sommes rentrés du domaine en silence. Mais c'était un silence différent. Chargé. La main d'Élise brûlait encore dans la mienne, même après qu'elle l'ait lâchée pour conduire. Chaque fois qu'elle changeait de vitesse, je ressentais le manque de ce contact. C'était une femme, Mel. La personne que j'ai aimée était une femme. Les mots résonnaient dans ma tête comme une cloche qui ne cesse de sonner. Je savais que je devais être choquée, scandalisée. C'est ce qu'une fille bien élevée du sud de la France devait ressentir, n'est-ce pas ? Mais ce n'était pas du choc qui bouillonnait dans ma poitrine. C'était du soulagement, comme si enfin quelqu'un avait dit à voix haute quelque chose que je portais caché sans même le savoir. Quand nous sommes arrivés au domaine, elle a garé la voiture devant la maison et est restée immobile, les deux mains sur le volant, regardant devant elle. « Mel, » elle a dit doucement, « tu peux oublier ce que j'ai dit. Si tu veux, je peux arranger pour que tu travailles dans un autre domaine, loin d'ici. » Pourquoi ? Parce que maintenant tu sais qui je suis vraiment. Et je sais que ce n'est pas facile. J'ai posé ma main sur la sienne sur le volant. Je l'ai sentie trembler au contact. Et si je ne veux pas oublier, elle a tourné son visage lentement, me dévisageant. Ses yeux brillaient dans l'obscurité de la voiture, presque dorés dans la lumière du tableau de bord. Ne joue pas avec moi, petite, je ne joue pas. Nous sommes restés ainsi pendant de longues secondes, les mains entrelacées, les yeux rivés l'un à l'autre. Je pouvais entendre mon propre cœur battre. Je pouvais sentir son parfum mêlé à l'odeur du cuir des sièges. « Tu ne sais pas ce que tu dis ?» elle a murmuré. « Alors apprends-moi. » Avant qu'elle puisse répondre, Margot est apparue sur la terrasse, faisant signe. La magie s'est brisée. Élise a lâché ma main et est descendue de la voiture. « Je vais voir comment va Thomas », elle a dit, sans me regarder. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose a changé entre nous. Élise s'est mise à apparaître au potager plus fréquemment, toujours avec une excuse, qu'elle voulait cueillir du persil, qu'elle allait vérifier les plants. Mais je savais qu'elle venait pour moi, et j'ai commencé à attendre ces moments. « Tu as de bonnes mains pour la terre », elle a dit un matin, m'observant pendant que je repiquais des plants de laitue. Héritage de ma mère. Elle disait que les plantes sentent si on les aime ou non. Élise s'est accroupie à mes côtés, si proche que nos genoux se touchaient. « Et tu les aimes ? Les plantes ?» J'ai ri. « Je pense que oui. Elle ne te juge pas, ne te blesse pas. Elle pousse juste si tu en prends soin correctement. » Comme les gens, je l'ai regardée. Il y avait quelque chose de triste dans sa façon de le dire. « Pas toutes les personnes. » J'ai répondu doucement. Elle a pris une poignée de terre, la laissant couler entre ses doigts. Parfois je reste là à imaginer comment ce serait si les choses étaient différentes. Différentes comment ? Si le monde n'était pas si cruel envers ceux qui aiment autrement. Qui a dit que c'est mal ? Elle m'a regardée, surprise. Tout le monde le dit. Tout le monde a déjà dit beaucoup de choses qui étaient fausses. Je me suis levée, nettoyant mes mains sur mon tablier. Ma mère m'a appris que le cœur n'obéit pas aux règles. Il ressent, c'est tout. Élise est restée silencieuse, m'observant.
Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ta mère était une femme sage, elle l'était. J'ai senti la nostalgie serrer ma poitrine. Elle est morte quand j'avais 15 ans, depuis, juste mon père et moi. Enfin, c'était... Tu as le mal du pays ? J'ai réfléchi à la question, à l'appartement vétuste, à l'odeur de moisi, aux cris de Marcel, à la solitude qui me consumait chaque jour. J'ai le mal de l'idée de la maison, j'ai répondu. De ce qu'elle aurait pu être. Élise s'est levée aussi, se tenant tout près de moi, trop près. Je pouvais voir les minuscules taches de rousseur sur son nez. Je pouvais sentir la chaleur qui irradiait de sa peau hâlée. Et si tu pouvais construire une nouvelle idée de maison ? Elle a demandé, la voix rauque. Mon cœur s'est emballé. Élise. Elle a levé la main, touchant mon visage avec ses doigts couverts de terre. Le contact était si délicat qu'il m'a fait fermer les yeux. Mel. Elle a chuchoté. Je ne sais plus quoi faire de moi-même. J'ai ouvert les yeux et les trouvé si proches que nos respirations se mélangeaient. Le monde a semblé ralentir, les cigales chantant, le vent dans les feuilles, l'odeur de terre humide montant dans la chaleur du soleil. Elle a incliné son visage vers le mien, doucement, comme quelqu'un qui demande sans mots. Et moi, sans pouvoir penser à rien d'autre, j'ai incliné le mien aussi. C'est alors que la voix de Madame Thérèse a résonné depuis le jardin. « Mel, où es-tu, petite ?» Élise a reculé comme si elle avait reçu une décharge électrique. Elle s'est éloignée rapidement, passant la main dans ses cheveux. « Je dois y aller. » Elle a dit, sans me regarder, et est partie en marchant vite vers la maison. Je suis restée immobile au milieu du potager, le cœur battant à tout rompre, la peau encore frissonnante là où elle m'avait touchée. Et c'est à ce moment que j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière, que quelque chose s'était brisé en moi, ou peut-être réparé, que j'étais en train de tomber amoureuse d'Élise, et que cela changerait tout. Après ce presque baiser au potager, Élise s'est mise à m'éviter. Quand elle me voyait arriver, elle inventait une excuse et disparaissait. Si nous nous croisions dans le couloir, elle baissait les yeux et passait tout droit. C'était comme si ce moment l'avait effrayée, autant qu'il me hantait, mais je sentais ses regards. Quand je travaillais, et que je pensais être seule, je la surprenais en train de m'observer depuis la fenêtre du bureau. À l'heure des repas, je remarquais qu'elle jouait avec sa nourriture, les yeux se dérivant vers moi toutes les quelques secondes. La patronne est bizarre, a commenté Margot un après-midi, pendant que nous étendions du linge. Plus silencieuse que d'habitude, ça doit être le travail, j'ai répondu, feignant l'indifférence. Le travail, oui. Margot m'a lancé un regard perspicace. Toi aussi tu es différente, petite. Différente comment ? Distraite, souriante toute seule, comme une fille amoureuse. Mon cœur a fait un bond. Quelle bêtise, Margot. Des bêtises ? Elle a ri. Alors pourquoi tu es rouge comme une pivoine ? Avant que je puisse répondre, Élise est apparue dans le jardin. Elle venait d'arriver de la ville, encore vêtue de sa tenue poussiéreuse du voyage. Nos yeux se sont croisés pendant une seconde avant qu'elle détourne le regard. « Margot, j'ai besoin que tu ailles chez Monsieur Rousseau récupérer ses papiers, » elle a dit. « Urgent maintenant, patronne, mais il commence à faire sombre, prends la lampe torche. Et tu peux dormir là-bas. Demain matin, il y a d'autres choses à régler. » Margot a fait la grimace, mais a obéi. Elle a ramassé ses affaires et est partie en marmonnant. Quand elle a disparu de notre vue, le silence est devenu pesant entre moi et Élise. « Il va pleuvoir, » elle a dit, regardant le ciel chargé. « On dirait bien. Il vaut mieux rentrer le linge. » Nous avons commencé à décrocher les vêtements du fil sans nous parler, mais chaque fois que nos mains se frôlaient en attrapant la même pièce, un courant électrique passait entre nous. Quand elle m'a passé un drap et que nos doigts se sont touchés, je l'ai senti trembler. « Mel !» elle a dit, arrêtant ce qu'elle faisait. « Oui ?» À propos de ce qui s'est passé au potager, qu'est-ce qu'il y a ? Elle a mordu sa lèvre inférieure. Un geste que j'apprenais à reconnaître. Ça n'aurait pas dû arriver. Pourquoi ? Parce que... Elle a cherché ses mots. Parce que tu ne sais pas dans quoi tu te mets. Et si je veux savoir ? Élise m'a regardée avec une expression qui mélangeait désir et peur. Les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber, grosses et chaudes. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors explique-moi. La pluie a gagné en intensité. En quelques secondes, nous étions trempés.
Élise a attrapé ma main et m'a tirée à l'intérieur de la maison, vers le grand salon. Elle a allumé une lampe à pétrole et la lumière dorée a dansé sur les murs. Nous étions dégoulinantes sur le parquet ciré, nos vêtements collés au corps. Ses cheveux ruisselaient d'eau sur ses épaules, et quelques mèches s'étaient plaquées sur son visage. J'avais envie de les écarter avec mes doigts. « Tu trembles ?» elle a dit. « C'est le froid. » Mais ce n'était pas le froid, c'était elle. C'était la façon dont elle me regardait, comme si elle luttait contre elle-même. Élise est allée jusqu'à l'armoire et a rapporté une serviette. « Laisse-moi t'aider. » Elle a commencé à sécher mes cheveux avec précaution, ses doigts effleurant mon cuir chevelu. J'ai fermé les yeux, me permettant de ressentir ce contact. L'odeur d'elle, mélangée à la pluie, me donnait le vertige. « Voilà », elle a chuchoté, mais elle ne s'est pas éloignée. J'ai ouvert les yeux. Elle était juste là, la serviette encore dans les mains, me regardant comme si j'étais la chose la plus précieuse du monde. « Élise, je sais, tu sais quoi? Je sais que c'est fou. Je sais que c'est dangereux. Je sais que je peux ruiner ta vie. Et si je m'en fiche? Tu devrais t'en soucier. » Mais ses mains sont remontées vers mon visage, caressant mes joues mouillées. J'ai senti mes jambes faiblir. « Donne-moi une raison de ne pas m'en soucier. » J'ai chuchoté. Au lieu de répondre avec des mots, elle s'est penchée et a posé ses lèvres sur les miennes. C'était un baiser doux, hésitant, comme si elle demandait la permission. J'ai répondu, ouvrant ma bouche pour elle, et c'était comme si le monde entier prenait feu. Elle m'a embrassée avec une faim désespérée, les mains dans mes cheveux, me tirant plus près. J'ai senti le goût de pluie et de désir sur ses lèvres. J'ai senti son corps chaud pressé contre le mien. Quand nous nous sommes séparés, nous étions haletantes. « Maintenant tu sais, » elle a dit, le front contre le mien. « Maintenant tu sais qui je suis, je sais. » J'ai répondu, passant mes doigts sur son visage, et je ne vais nulle part. Dehors, un coup de tonnerre a résonné comme si le ciel lui-même applaudissait notre courage. Et c'est à ce moment que j'ai compris que notre histoire d'amour avait officiellement commencé. L'aube est arrivée avec une lumière dorée qui filtrait par les fenêtres du salon. Je m'étais endormie sur le canapé, couverte d'un plaid qu'Élise avait posé sur moi pendant la nuit. Quand j'ai ouvert les yeux, elle était assise dans un fauteuil de l'autre côté de la pièce, m'observant avec un sourire doux sur les lèvres. « Bonjour », elle a dit, la voix encore enrouée de sommeil. « Bonjour », j'ai répondu, me redressant et arrangeant mes cheveux emmêlés. « Tu m'as surveillée toute la nuit, une partie. » Elle a admis, sans aucune gêne. Je voulais m'assurer que tu étais réelle. Mon cœur s'est serré. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à elle, m'agenouillant à côté du fauteuil. Je suis réelle. J'ai pris sa main et l'ai posée sur ma poitrine, où mon cœur battait fort. Tu le sens? Elle a fermé les yeux, laissant la paume de sa main ouverte sur mon cœur. Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Peut-être que tu as été trop bonne dans tes vies passées. J'ai plaisanté. Elle a ri, et ce son a rempli ma poitrine de chaleur. Mais le sourire s'est vite effacé, laissant place à une expression inquiète. Mel, nous devons être prudentes. Je sais. Non, tu ne sais pas. Elle a tenu mon visage entre ses deux mains. Si quelqu'un découvre pour nous, pour ce que nous sommes, ce ne sera pas juste des ragots de voisins. Il y a des gens ici qui pourraient nous faire des choses bien pires. Un frisson a parcouru mon échine. Quel genre de gens? Élise a soupiré lourdement, lâchant mon visage et se levant. Elle a marché jusqu'à la fenêtre, observant le jour se lever sur les vignes. Il y a un propriétaire voisin, Monsieur Bertrand Lavigne. La façon dont elle a dit le nom portait du dégoût. Il convoite ses terres depuis des années. Quand mon père est mort, il a pensé que ce serait facile de me déloger. Une femme seule, sans mari, sans enfant, mais j'ai résisté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout essayé. Offert le mariage, menacé, répandu des rumeurs. Quand rien n'a fonctionné, il a commencé à créer des difficultés. Il a détourné l'eau qui passait par sa propriété, embauché mes meilleurs ouvriers en offrant plus d'argent, a même essayé d'incendier un de mes hangars. Elle a serré les poings. La seule chose qui l'empêche de faire pire, c'est qu'il a encore peur du souvenir de mon père et du respect que les gens de la région ont pour moi. Mais s'il découvre pour nous, il utilisera ça contre moi.
Elle a terminé. Il dira que je suis une abomination, que je ne mérite pas ces terres. Et beaucoup de gens le croiront. Le poids de cette vérité est tombé sur moi comme une pierre. Ce n'était pas juste à propos de nous deux. C'était tout ce qu'Élise avait construit, toute sa vie. On peut arrêter, j'ai dit, même si les mots déchiraient ma gorge. Si c'est trop dangereux. Elle a traversé la pièce en 3 enjambées et m'a embrassée avec une intensité qui m'a fait chanceler. Quand elle s'est écartée, ses yeux brillaient de détermination. Je ne vais pas renoncer à toi, Mel, pas maintenant que je t'ai trouvée, mais nous devons être intelligentes. J'ai acquiescé, encore étourdie du baiser. Alors qu'est-ce qu'on fait? Devant les autres, tu es juste une employée. Je suis juste la patronne. Elle a caressé mon visage. Mais quand nous sommes seuls, elle n'a pas eu besoin de finir la phrase. Son regard disait tout. Les jours qui ont suivi ont été une danse délicate entre ce que nous montrions et ce que nous ressentions. Pendant la journée, nous gardions nos distances. Élise était professionnelle, j'étais obéissante. Mais la nuit, quand tout le monde dormait, nous nous retrouvions dans le salon, sur la terrasse, parfois dans le potager sous les étoiles. C'est pendant ces moments volés que j'ai appris qui était vraiment Élise. Pas la propriétaire sévère que tout le monde voyait, mais une femme tendre qui me racontait des histoires d'enfance, qui riait de mes blagues nulles, qui embrassait mon front quand j'étais fatiguée. « Tu as déjà pensé à partir d'ici ?» J'ai demandé une nuit, allongée sur la terrasse en regardant les étoiles. Aller dans une grande ville où personne ne nous connaît? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. « Oui », elle a dit finalement. « Mais cette terre est tout ce qui me reste de ma famille. C'est tout ce que je suis. Tu es plus que de la terre, Élise. » Peut-être, elle a entrelacé ses doigts avec les miens, mais je ne sais pas être autre chose. C'est un jeudi après-midi que tout s'est effondré. J'étais au potager quand j'ai entendu le bruit de plusieurs voitures arrivant. J'ai levé la tête et j'ai vu un groupe d'hommes s'arrêter devant la maison. À leur tête, un homme corpulent, avec une moustache grisonnante et un regard cruel. Monsieur Bertrand Lavigne. Mon estomac s'est retourné. Même sans l'avoir jamais vu, je savais qui c'était. La méchanceté était gravée dans chaque ligne de ce visage. Élise est sortie pour les recevoir, mais j'ai remarqué à sa posture qu'elle était en alerte. « Monsieur Lavigne », elle a dit, sans cordialité. « À quoi dois-je cette visite? Je suis venue faire une proposition commerciale, Élise. » Il est descendu de sa Mercedes avec difficulté, son gros ventre ballottant. Une dernière proposition juste avant que je perde patience. J'ai déjà dit que je ne suis pas intéressée à vendre. Je ne parle pas de vente. Il a souri, montrant des dents jaunies. Je parle de mariage. J'ai senti mon sang se glacer. Élise est restée immobile. J'ai déjà refusé cette demande 3 fois. Mais maintenant j'ai de nouvelles informations. Il a fait quelques pas vers elle, menaçant. Des informations sur vos habitudes. La façon dont il a dit « habitude » a clairement montré qu'il savait. Ou soupçonnait. Je ne vois pas de quoi vous parlez. La voix d'Élise était ferme, mais je voyais ses mains trembler. Non? Il a regardé autour de lui jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. J'ai senti tout mon corps se glacer. Jolie fille. Nouvelle ici, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que son père te l'a donnée dans une partie de poker. Comme c'est... intéressant. Il a marché dans ma direction. J'ai voulu courir. Mais mes jambes n'ont pas obéi. « Comment tu t'appelles, petite? Amélie ?» J'ai répondu, la voix sortant basse. « Amélie. » Il a tourné autour de moi comme un vautour. « Et dis-moi, Amélie, ta patronne te traite bien? »« Oui, monsieur. »« Vraiment ?» Il s'est arrêté tout près de moi. Je pouvais sentir l'odeur de sueur et d'alcool. « Elle ne fait rien d'inapproprié avec toi, monsieur Lavigne. » Élise a avancé, furieuse. « Sortez de ma propriété maintenant, ou quoi ?» Il a ri. « Qu'est-ce que tu vas faire, petite femme? Me chasser ?» Si nécessaire. Il a fait quelques pas de plus vers elle, et pendant un moment j'ai pensé qu'il allait la frapper. Mais Élise n'a pas reculé. Elle est restée là, debout, le regardant comme si elle était 10 fois plus grande. « Tu as 1 semaine, » il a dit, la voix basse et dangereuse. « 1 semaine pour accepter ma proposition. Si tu refuses, je vais m'assurer que tout le monde dans la région sache quel genre de créature immonde tu es. Et j'aurai ces terres de toute façon, parce que personne ne voudra faire affaire avec toi après ça. »
Il a craché par terre à ses pieds et est remonté dans sa voiture. Ah, et petite, il m'a regardée. Si j'étais toi, je fuirais cette maison avant que sa malédiction ne te tombe dessus aussi. Quand ils ont finalement disparu sur la route, Élise s'est effondrée sur les marches de la terrasse. J'ai couru vers elle. Élise, il sait. Elle a chuchoté, ou il soupçonne suffisamment. Et maintenant ? Elle a levé son visage vers moi, et il y avait des larmes dans ses yeux. La première fois que je la voyais pleurer. Maintenant je perds tout. Elle a dit « Tout ce que mon père a construit, tout ce que je suis, à cause de toi. » Les mots m'ont frappé comme une gifle. À cause de moi ? Je n'ai pas voulu dire. Elle a essayé d'attraper ma main, mais je me suis reculée. Non, tu as dit juste. Tout ça, c'est à cause de moi. Si je n'étais pas là... Mel, pardon. J'étais nerveuse. Je ne voulais pas... Mais j'étais déjà en train de m'éloigner, les larmes coulant sur mon visage. Peut-être que Monsieur Lavigne a raison. J'ai dit, peut-être que je devrais partir avant que ta malédiction ne tombe sur moi aussi. Ne dis pas ça. Mais je courais déjà vers ma chambre, le cœur brisé. Et pour la première fois depuis mon arrivée dans ce domaine, j'ai voulu être de retour chez moi, même si cette maison était un enfer. Parce qu'au moins là-bas, je ne faisais perdre tout à personne à cause de mon amour. J'ai passé la nuit à emballer mes rares affaires dans un vieux sac de toile. Je n'avais pas grand-chose à emporter. Je n'en ai jamais eu. Mais chaque vêtement que je pliais semblait peser une tonne. Chaque geste était un adieu. Madame Thérèse a frappé à ma porte vers minuit. « Petite, tu vas vraiment partir ?» Je dois à Madame Thérèse, à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai hoché la tête, sans pouvoir la regarder. Elle ne voulait pas dire ça, tu sais. La voix de la cuisinière était douce, elle avait peur. Et elle a raison d'avoir peur. Je suis le problème. Sottise. Madame Thérèse s'est assise sur le lit à côté de moi. Petite, je vis ici depuis 20 ans. J'ai vu cette femme grandir, je l'ai vue lutter contre tout et tous pour garder ce domaine. Et jamais, tu m'entends, jamais je ne l'ai vue aussi heureuse qu'elle l'est depuis que tu es arrivée. J'ai mordu ma lèvre, essayant de retenir mes larmes, peu importe qu'elle soit heureuse si elle va tout perdre. Et tu crois que ces terres pendant signifieront quoi que ce soit pour elle sans toi ici ? Avant que je puisse répondre, j'ai entendu des pas dans le couloir. Élise est apparue dans l'embrasure de la porte, les yeux rouges et gonflés. « Madame Thérèse, vous pouvez nous laisser une minute ?» La cuisinière s'est levée, a serré mon épaule et est sortie, fermant la porte derrière elle. Le silence entre nous était lourd comme du plomb. « Tu ne vas même pas me donner la chance de m'excuser ?» Élise a demandé. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, tu as dit la vérité. » « Non. » Elle a traversé la chambre en 2 pas. Je n'ai pas dit la vérité. J'étais terrifiée et j'ai dit la première chose idiote qui m'est venue à l'esprit, mais ce n'était pas vrai. « Élise, écoute-moi. » Elle a tenu mes épaules. « Rien de tout ça n'est ta faute. Tu comprends ? Rien. Si quelqu'un est coupable, c'est moi, d'avoir accepté ce pari maudit, de t'avoir amené ici sans te donner le choix, de m'être amoureuse de toi en connaissant les risques. Mon cœur a fait un bond. Amoureuse ? Elle a souri à travers les larmes. Tu pensais que j'embrasserais quelqu'un dont je ne suis pas éperdument amoureuse ? Les larmes que je retenais ont finalement coulé. Mais Monsieur Lavigne, il va te détruire. Qu'il essaie ? Il y avait quelque chose de féroce dans son regard maintenant. Je ne vais pas renoncer à toi, Mel. Pas sans me battre. Et comment on se bat contre lui ? Élise a pris une profonde inspiration. En fuyant. Je suis restée paralysée. Quoi ? On fuit, elle a dit, et pour la première fois j'ai vu de l'espoir dans ses yeux. On vend tout, on prend l'argent et on part loin, dans une grande ville où personne ne nous connaît, où on peut être qui on est, sans peur. Mais le domaine, tout ce que tu as construit, ce n'est que de la terre, Mel. Elle a mis sa main sur mon visage. La terre ne me prend pas dans ses bras la nuit. La terre ne me fait pas rire. La terre ne me fait pas me sentir vivante pour la première fois depuis des années. Tu es sûre ? Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie, et c'est ainsi que, cette nuit-là, nous avons commencé à planifier notre fuite. Il a fallu 3 jours à Élise pour trouver un acheteur pour le domaine, un homme de Paris qui a payé un prix juste. Quand Monsieur Lavigne l'a découvert, c'était déjà trop tard.
Le domaine avait un nouveau propriétaire, et l'argent était déjà déposé. Je n'oublierai jamais l'expression de fureur sur son visage quand il est apparu à la porte, 2 jours avant notre départ. « Tu penses que tu vas me fuir ?» Il a rugi. Je ne fuis pas. Élise a répondu calmement. Je choisis une vie meilleure, avec cette créature. J'étais derrière Élise, mais elle m'a tiré à ses côtés, passant son bras autour de ma taille. Avec la femme que j'aime, elle a dit clairement. Et si tu as un problème avec ça, le problème est à toi, pas à nous. Son visage est devenu rouge de rage. Vous allez le regretter. Vous allez brûler en enfer. Si l'enfer c'est être loin de gens comme vous, j'ai dit, trouvant ma voix, alors que vienne le feu. Il a craché par terre et est parti, mais non sans menacer de tout raconter à tout le monde. Et il l'a fait. Dans les 2 jours suivants, nous avons reçu des regards de dégoût et des chuchotements. Certaines personnes ont détourné le visage quand nous passions. Mais d'autres, et ça m'a surprise, sont venus nous faire leurs adieux avec des étreintes et des larmes. Madame Thérèse a pleuré comme si elle perdait une fille. « Prenez soin l'une de l'autre », elle a dit, nous serrant toutes les 2 en même temps. « Et soyez heureuses, Dieu n'a pas créé l'amour pour nous faire souffrir. » Margot, qui savait tout depuis des semaines, m'a donné un chapelet. C'était celui de ma grand-mère. Elle disait toujours qu'il protégeait ceux qui aimaient différemment. Même Monsieur Claude, le vieux viticulteur, est venu nous serrer la main. « Faites que ça en vaille la peine », c'est tout ce qu'il a dit. Le matin du départ, je suis retournée une dernière fois à Avignon. Je devais voir mon père. J'ai trouvé Marcel dans le même appartement vétuste, mais il était différent. Plus propre, plus sobre. Quand il m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. « Mel, je suis venue dire au revoir, papa. J'ai entendu dire que tu pars. Loin. » « Oui. » Il a secoué la tête, regardant ses propres mains. « Je t'ai demandé pardon 1 million de fois dans ma tête, mais je n'ai jamais eu le courage de le dire vraiment. Alors dis-le maintenant. » Il a levé les yeux, et j'ai vu là l'homme qui avait été mon père. Avant le pastis, avant les paris, avant que tout s'effondre. « Pardonne-moi, ma fille, » il a dit, la voix brisée. « Pardonne-moi de t'avoir utilisé, de t'avoir parié comme si tu ne valais rien. Tu vaux tout. Et j'ai été trop faible pour le voir. » Les larmes coulaient sur mon visage. « Je te pardonne, papa. » Il s'est levé et m'a serré dans ses bras. Une étreinte serrée qui sentait le savon et le regret. « Sois heureuse, Mel. Tu mérites d'être heureuse. » Quand je suis sortie de cet appartement pour la dernière fois, j'ai senti comme si un poids énorme avait quitté mes épaules. Élise m'attendait dans la rue, appuyée contre la vieille Peugeot qu'on avait achetée. Quand elle m'a vue, elle a souri. Ce sourire qui faisait s'emballer mon cœur. « Prête ? » « Prête. » On est monté dans la voiture et elle a démarré. Pendant qu'on s'éloignait, j'ai regardé par la fenêtre une dernière fois. J'ai vu la petite ville qui m'avait élevée, les remparts que je connaissais par cœur, les ruelles pavées où j'avais grandi. Et je n'ai pas ressenti de tristesse, j'ai ressenti de la liberté. « Où on va exactement ?» J'ai demandé. « Paris. » Élise a répondu, prenant ma main. « La grande ville, la vie culturelle, des gens de toutes sortes. Personne ne se souciera de 2 femmes vivant ensemble. Ça va marcher ?» Elle a levé ma main et a embrassé mes doigts. « Avec toi à mes côtés, ça va plus que marcher. Ça va être parfait. Et vous savez quoi ? » Elle avait raison. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, on a un petit appartement dans le Marais. Élise travaille comme gestionnaire d'une cave à vin et moi j'ai une petite boutique de fleurs dans le quartier. On n'est pas riche, mais on est heureuse. Plus heureuse que je n'aurais jamais rêvé qu'il soit possible de l'être. Parfois, quand j'arrose les plantes de la boutique, je pense à cette nuit où mon père m'a parié. Je pense à comment ce qui semblait la fin de tout a été, en réalité, le début de ma vraie vie. Parce que c'est à travers ce pari que j'ai rencontré Élise. C'est à travers cette souffrance que j'ai appris ce qu'est aimer vraiment. Et c'est à travers cette perte que j'ai gagné tout ce qui compte vraiment. Hier, Élise est rentrée à la maison avec un sourire mystérieux et 2 billets d'avion. « Pour où ?» J'ai demandé. « Pour où tu as toujours voulu aller ?» Elle a répondu. « L'Italie, l'Espagne, le Portugal. On va découvrir des pays où l'amour entre 2 femmes n'est pas seulement accepté, mais célébré. » Je me suis jetée dans ses bras,
riant et pleurant en même temps. Comment j'ai eu la chance de te trouver? La chance était pour moi, elle a chuchoté dans mon oreille, parce que tu m'as appris qu'il vaut la peine de tout perdre quand on gagne la bonne personne. Et cette nuit-là, allongée dans notre lit, enlacées l'une à l'autre, j'ai réalisé une vérité simple. L'amour ne choisit pas l'endroit, ne choisit pas l'heure, ne demande pas la permission. Il arrive simplement. Et quand il arrive vraiment, aucune menace, aucun préjugé, aucune distance ne peut le détruire. Parce que l'amour véritable n'a pas besoin d'approbation, il a juste besoin de courage. Et moi, Amélie, la fille qui a été pariée par son propre père, j'ai trouvé tout le courage dont j'avais besoin dans les bras d'Élise, la femme qui m'a appris qu'aimer n'est pas un péché. C'est la seule chose qui nous sauve. Et vous qui m'écoutez maintenant, racontez-moi. Avez-vous déjà eu le courage de vous battre pour votre amour, même quand tout le monde était contre? Laissez dans les commentaires quelle a été la chose la plus courageuse que vous avez faite pour quelqu'un que vous aimiez. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Parce que chaque vendredi, il y a une nouvelle histoire ici. Des histoires d'amour, de dépassement de soi, de gens qui ont osé être heureux à leur manière. Un bisou sur le cœur de chacun et à la prochaine.